Sud Radio, le débat de la semaine. Allez, à 9h-20, on débat avec Bernard Cohen-Haddad, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris-Île-de-France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, le journaliste politique Yoann Gillet qui est avec moi en studio. Bonjour Yoann. Bonjour, bonne année. Bonne année, oui, c'est vrai, toujours l'époque. Et la conseillère d'arrondissement LR à Paris, Corinne Tapiereau. Bonjour Corinne. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année également. Alors, cette question sur Twitter qu'on vous pose depuis 7h du matin maintenant. Télétravail obligatoire dès demain à raison de 3 à 4 jours par semaine. Est-ce que vous êtes pour ou pas le principe des amendes pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets, sachant que l'amende peut aller jusqu'à 1 000 € par salarié dans la limite de 50 000 €. Vous votez en masse et vous êtes majoritairement contre le principe des amendes à 89%. Bernard Cohen-Haddad, je commence par vous. Comme nos auditeurs, vous êtes pour le télétravail, mais pas pour la sanction, cette sanction qui fait très père Fouettard, je vous cite. Oui, on considère, et je considère, et nos adhérents considèrent, surtout dans les grandes métropoles comme la région capitale, que le télétravail peut être un atout, et nous sommes favorables dans les activités qui sont des activités non présentielles, donc où on a la capacité, notamment dans les services, dans tous les secteurs tertiaires, de ne pas pouvoir se déplacer pour venir travailler au bureau. Mais il y a un certain nombre d'activités qui ne sont pas télétravaillées, et puis pour celles qui sont télétravaillables, le fait qu'il y ait cette menace d'une sanction à la fois pour le chef d'entreprise et donc une répercussion sur la vie de l'entreprise, c'est pour nous extrêmement dommageable. Pourquoi ? Parce que le télétravail peut être un peu, si vous me permettez de reprendre la formule du philosophe grec Ésope, vous savez, oui, qui disait pour la langue, la meilleure et la pire des choses, il faut qu'il soit négocié, il faut qu'il soit digéré, il faut qu'il soit voulu, et je dirais, il faut qu'il soit organisé. Imposer le télétravail dans l'entreprise, c'est créer du mal-être, c'est créer parfois de la distance avec ses collaborateurs, c'est créer de la distance avec ses collègues, et puis c'est parfois tout simplement ne pas être opérationnel, c'est aussi créer du surtravail dans une journée déjà bien remplie. Ouais, et en même temps, Elisabeth Borne justifie cette mesure dissuasive pour être plus efficace et éviter la paralysie de l'économie avec tous les cas contacts et positifs en cette rentrée-là. Cette notion de dissuasion. La dissuasion, elle est même nucléaire, si vous me le permettez, puisque aujourd'hui, si on ne respecte pas un certain nombre de règles de sécurité dans l'entreprise, on a soit 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, et aujourd'hui 1 000 € par salarié à concurrence de 50 000 €. Donc c'est mieux que le loto, parce qu'il suffit de faire un contrôle dans certaines activités, et bien entendu, on gagnera. Mais ce que l'on dit, nous, à nos entrepreneurs, c'est de respecter les règles, à nos salariés de tout faire pour qu'effectivement ça se passe le mieux possible. Et puis notre préoccupation aujourd'hui, elle est plutôt dans la réduction du délai des cas contacts, excusez-moi peut-être de venir sur un fait d'actualité, et d'encourager le télétravail quand c'est possible. Ça fait maintenant 18 mois qu'on a subi le télétravail. On est pour un télétravail négocié, on est un télétravail qui forme nos salariés à travers des formations aux outils numériques, à travers la mise à disposition, vous savez, d'ordinateurs, de tablettes, mais aussi la capacité d'avoir des imprimantes chez soi, la capacité aussi d'avoir des connexions qui soient en fibre optique. Ce n'est pas le cas partout, y compris en Île-de-France. Donc vous voyez, ça a un coût. Ça a un coût moral, ça a un coût aussi financier pour beaucoup de nos salariés. Ça a aussi un coût pour nos entreprises et ça a un coût en matière de réorganisation de l'équipe de travail. Donc tout ça n'est pas si simple. On comprend bien l'urgence du gouvernement, mais comprenons aussi la situation des entreprises qui, depuis maintenant 18 mois, doivent faire beaucoup mieux que le service public avec, paradoxalement, beaucoup moins de moyens et surtout, toujours cette épée de Damoclès, comme vous le disiez. Oui. Après le Père Noël, c'est le Père Fouettard. On avait besoin peut-être un petit peu d'espoir, mais ceci d'espoir, on l'aura parce qu'on a une volonté, nous, de réussir et surtout de cette chaîne de solidarité entre les salariés et les consommateurs. Et jusqu'à présent, elle a bien marché en Île-de-France. C'est ça. Père Noël, Père Fouettard, Yoann Gillet, j'imagine que ça vous inspire aussi, cette histoire de sanctions pour les entreprises. Ah bah oui, on a vu combien la dissuasion, ça marchait bien aux Antilles, par exemple, d'une manière générale. C'est ironique. Oui, c'est ironique. Oui, maintenant, faut dire lol pour pas se faire taper c'est dessus. ça. Non, mais on sait jamais. Non, mais c'est ironique, bien sûr. C'est terrible parce qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron et son gouvernement vivent dans, je sais pas, en Californie, au cœur de la high-tech, où toutes les entreprises seraient absolument capables de pouvoir d'un coup comme ça passer au télétravail.
Je sais pas. Moi, ils me font un peu peur parce que j'ai l'impression qu'ils vivent pas dans le même monde que nous. Certains l'ont dit par rapport à ces vœux, non? Oui, et puis il faut complètement déconnecter. Alors les vœux, c'était encore autre chose. C'est-à-dire que encore une fois, vous vous amusez à mettre tous les vœux ou toutes les allocutions du président Emmanuel Macron, vous avez l'impression que vous n'avez jamais le même bonhomme en face de vous. Donc c'est assez terrible. La vraie problématique pour moi, si vous voulez, c'est que quand on commence à mettre des sanctions comme celle-ci, quand on punit les gens, il faut être sacrément sûr de soi quand même. Or, ce que nous apprend ce virus, c'est l'humilité. C'est-à-dire que les choses changent, qu'il faut apprendre à composer au fur et à mesure. Donc quand on punit les gens, c'est qu'on est absolument sûr que ce que l'on fait est droit et juste. Or c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut arrêter d'infantiliser, faut arrêter de taper, puis caresser, puis taper. On l'a vu aussi avec le Ségur de la santé. Je veux dire, rien n'est choisi, tout est subi. Comme on a peur de ne plus avoir de personnel de santé, on essaie de donner un petit bout de prime. C'était la même chose avec les Gilets jaunes. Comme on a peur de perdre les policiers, on leur donne une prime. Mais il n'y a jamais de vrai choix. C'est toujours à la dernière minute pour essayer de limiter la casse parce qu'on ne contrôle plus rien. Prime ou amende. Prime, amende, caresse. Fouet, caresse, fouet. Attention, ça donne des choses très très mauvaises. J'ai même envie de dire attention pour eux parce que quand on ballotte les gens d'un côté et de l'autre, on a d'abord la peur et après on a de la révolte. Je le souhaite pour personne. Ouais. Corinne Tapiro. Moi, je suis extrêmement stupéfaite des annonces qui sont faites au jour le jour par la voix de différents ministres. D'abord, quand on voit l'incohérence, pour faire un parallèle avec l'école, hein, les décisions qui ont été prises sont fondamentalement différentes. Je crois que des sanctions sanctions financières, elles sont aberrantes et exorbitantes. Je ne comprends même pas comment on peut y réfléchir quand on n'arrête pas de nous dire qu'il faut relancer l'économie. Donc, c'est vraiment mettre un coup d'arrêt à beaucoup d'entreprises. Mais ce qu'on ne veut pas faire, c'est mener la réflexion sur le télétravail. D'abord, télétravailler, ça peut être une chance et pour l'employeur et pour l'employé. Pourquoi ? D'abord parce que les employeurs, s'ils ont recours davantage au télétravail, peuvent avoir besoin de locaux moins grands, donc moins onéreux. C'est une réduction conséquente de leurs charges. Mais le télétravail, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir les conditions matérielles à la maison pour pouvoir télétravailler. Et tous ne les ont pas. Oui. Tous ne les ont pas. Moi, je connais beaucoup de jeunes cadres qui vivent dans des studios et mener une vie de jeune cadre dans un studio dans lequel on vit, on dort, on mange, c'est pas très facile, c'est pas optimum. Ensuite de quoi, la société française n'est absolument pas mûre pour le télétravail. D'abord parce qu'il y a une volonté permanente de contrôle de ce que font les employés. Les salariés, on l'a vu d'ailleurs, faire un parallèle un peu risible avec l'affaire Fillon, où on a soupçonné en suivant de nombreux assistants parlementaires de ne pas travailler physiquement, mais la présence physique n'est pas la preuve d'un travail non plus. Donc il y a aussi cette organisation qu'il faut concevoir, et je pense que la réflexion elle peut se mener parce que ça peut être une chance le télétravail pour la société française, ça peut permettre de repeupler des tas de zones en France, pour si tant est qu'il y ait des connexions évidemment, avec, attention, le télétravail c'est bien, mais il faut un point de ralliement régulier, au moins une fois par semaine, avec l'entreprise, ne serait-ce que pour se confronter des idées, pour échanger sur des dossiers. Et je crois que c'est très important, mais il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être télétravaillés s'ils sont bien pensés, réfléchis. Ça ne se décide pas le 30 ou le 2 janvier, quoi. Vous voyez, le 3 janvier. Bien sûr, la veille. Mais ça, c'est une vraie question, repenser le télétravail dans l'entreprise. C'est également votre avis, Bernard Cohen-Haddad. Oui, c'est même un peu plus loin que le télétravail. C'est repenser le travail de l'entreprise dans un certain nombre d'activités où le travail peut être, subi, compte tenu, et surtout, je le redis, ceux qui m'entendent aujourd'hui me comprennent, quand il y a beaucoup de trajets à faire. Vous savez, en Ile-de-France, on a en moyenne, par salarié, plus d'1 heure pour aller travailler, plus d'1 heure pour revenir, dans des conditions qui ne sont pas toujours très agréables, avec un certain nombre de risques. Quand vous rentrez tard le soir, vous mettez 1h30 pour rentrer dans les embouteillages. Donc, il y a seulement la durée, mais aussi le stress. Donc, aujourd'hui, on est dans une réflexion du comment mieux travailler dans l'entreprise, comment mieux vivre dans nos entreprises, comment mieux vivre dans la cité et comment faire en sorte qu'il y ait à la fois ce que j'appelle du figital, c'est-à-dire une présence en entreprise et aussi du travail à distance de manière organisée en fonction de l'activité, en fonction des commandes, en fonction des projets, en fonction aussi de la façon dont les projets entrepreneuriaux sont mis en place, en fonction aussi de l'environnement, puisqu'on est les uns et les autres pour une économie plus responsable, plus attachée à son territoire, dans un secteur économique où on est face à la concurrence. Tout ça se bâtit dans la confiance
y compris avec les organisations syndicales, oui, c'est-à-dire, mais oui, dans la confiance, dans la cohérence, dans la proportionnalité. On voit bien qu'aujourd'hui, et ça vient dit par tout le monde, on apprend la veille pour le lendemain parce qu'on est en réaction face à un virus qui, malgré la vaccination, nous surprend toujours. Donc, on a besoin de souplesse. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est non pas de la souplesse, c'est qu'on verrouille et on cadenasse. On a besoin, bien entendu, de recommandations. On a besoin de soutien de l'État, c'est-à-dire dans la région. On a besoin de soutien de la région et la soutien aussi des grandes métropoles, c'est-à-dire des grandes villes, et de l'accompagnement de nos organisations, qu'elles soient patronales ou salariales, parce que nos salariés, nos entrepreneurs, depuis 18 mois, et je le dis avec humilité, avec aussi parfois beaucoup de désespoir, elles sont perdues et elles ont besoin d'accompagnement et de confiance. Et c'est ça que l'on essaie de mettre en place à travers ce type d'échange que nous avons aujourd'hui et à travers l'ensemble des protocoles. Je rappelle que les protocoles dans l'entreprise existent toujours, et c'est ça aujourd'hui qui doit être aussi maintenu. Protocole vaccination, télétravail et réorganisation du travail, mais non pas dans l'urgence, mettons pas dans la menace. Et réorganisation du travail, il y a plein d'alternatives qui sont d'ailleurs aussi proposées par d'autres. Voilà, la société de roulement aussi, voilà, changer le lissage des horaires aussi. Il existe, c'est l'une des propositions de Mélenchon par exemple. En fait, une crise, c'est toujours une opportunité. Bien sûr, il y a des drames dans une crise, c'est le principe même d'une crise, mais ça doit toujours être pris comme une opportunité, c'est-à-dire l'occasion de réfléchir, je me permets de reprendre ce mot, au monde d'après. Or, on voit bien que ce fameux monde d'après était encore une fois un coup de communication, qu'il n'y a pas eu de grand chantier de réflexion. Normalement, c'est absolument extraordinaire. Emmanuel Macron, il a une grille de lecture qui s'offre à lui, là, d'un coup. Il comprend son pays, il comprend ses failles, puisque une crise révèle tout cela. Donc, c'est le moment, au contraire, plus que jamais, d'engager des réflexions. C'est exactement ce que vient de dire monsieur. Moi, je suis en total accord avec ça. C'est-à-dire que c'est le moment de repenser notre société. Or là, on fait tout l'inverse. On essaie de la sauvegarder telle qu'elle est en essayant de prendre des micro-mesures très rapidement. Enfin, il y a un manque de discernement absolu. J'entendais le mot juste, sur la SNCF ce matin, sur le fait qu'on puisse plus manger, même sur les trajets longue distance. Debout assis, on n'y comprend plus. Absolument. Et la SNCF finit par dire quand même, enfin bon, nous appliquerons les règles avec discernement, parce qu'ils comprennent bien que on ne peut pas faire les choses comme ça, et que entre la réalité et la fiction étant celle dans laquelle vit monsieur Macron et consort, eh bien, il y a un monde. Et en fait, on ne commence pas par le coup de bâton, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on se dit le président des entrepreneurs, en tout cas, on ne fonctionne surtout pas comme ça. Ça veut dire qu'il comprend très très mal ce dont il nous parle sans arrêt. Alors, il y a beaucoup de réactions d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Et il y a Chantal qui nous appelle. Bonjour Chantal. Oui, bonjour à tous et puis merci pour tous les débats. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On est tellement dans l'absurde là depuis 2 ans. Effectivement, des coups de bâton, je me rappelle aussi des permissions pour aller se promener une demi-heure dans la campagne, c'était rigolo. Enfin, etc. Non, j'en passe, c'est des meilleurs. On tape sur les commerçants, on tape sur les restaurateurs. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce principe des amendes? J'ai une hypothèse. Moi, j'ai une hypothèse. L'hypothèse, c'est que Macron ne peut pas démissionner. Il peut pas arrêter parce qu'il a tout. Vous savez ce qu'on dit dans la théorie complotiste, n'est-ce pas? Il a tous les riches derrière, c'est eux qui l'ont mis en scène. Donc il peut pas démissionner. Là, il cherche à se faire virer pour ne pas avoir avoir à le faire lui-même. Parce que c'est tellement absurde tout ce qu'ils font que vraiment, c'est tellement incohérent. Oui, Chantal, je comprends. C'est une théorie. Alors là, celle-ci est une théorie assez originale. Je vais faire réagir un petit peu nos invités à ce sujet. Vous restez à l'antenne, Chantal. Il cherche à se faire virer ou pas, Yohann Gillet? De toute façon, je suis pas certaine qu'il ait envie de démissionner. Non, je pense pas qu'il cherche à se faire virer, mais elle est intéressante, la réaction de la dame. De toute façon, nous tous, on a tous des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'on a des hypothèses? Parce que quand les choses sont illisibles, eh bien, on se perd en conjecture. Et en vérité, ce dont la population a besoin, nous les premiers, c'est de comprendre au nom de quel principe on agit. Au nom de quel principe, par exemple, on va considérer qu'il est moins grave de sacrifier l'éducation. Moi, j'enseigne par ailleurs et je vois bien les dégâts qu'ont fait le télétravail. Moi, je suis très pour à plein d'aspects. Attention, je ne suis pas en train de critiquer tout ce que fait par essence le gouvernement. Mais encore une fois, c'est avec discernement. Les étudiants que l'on traite toujours un petit peu de fainéants, vous savez, ceux qui aiment bien traîner le matin au lit, je peux vous dire qu'ils avaient envie de revenir en cours, y compris à 8h. Besoin d'interaction. C'est un besoin social, c'est un animal social. Il faut le prendre en compte. La philosophie, ça ne sert pas à faire joli dans les livres. C'est parce que ça nous permet de comprendre comment fonctionne l'humain. Alors oui, en temps de crise, il faut faire des mesures d'exception, bien sûr, mais des mesures d'exception que l'on
comprend et qui sont logiques et qui ne se contredisent pas du jour au lendemain. Je rebondis à ce sujet sur le télétravail subi aussi. J'imagine que demain, Bernard Cohen-Haddad, c'est aussi une organisation pour les patrons d'entreprises, de petites et moyennes entreprises par rapport à ses salariés. Beaucoup sont malheureux dans le télétravail subi. Donc là, il y a aussi un gros travail pour vous, du coup, en termes d'organisation là cette semaine. Oui, ça s'appelle un plan de continuité dans l'entreprise, pour dire les mots, ad hoc. Donc ça, c'est ce que nous mettons en place et on en est à plusieurs plans de continuation. Et encore aujourd'hui, avec les annonces nouvelles, on est en train de les réactiver, de les modifier, de les adapter. Il faut que le télétravail puisse se faire dans de bonnes conditions pour les consommateurs, qui sont quand même nos clients, de bonnes conditions aussi pour les fournisseurs qui doivent nous apporter un certain nombre de marchandises à laquelle nous devons tout simplement garder des relations de confiance et de proximité. J'allais dire que le télétravail soit aussi bien exécuté tout simplement vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs, qu'il y ait des réunions d'information à distance et puis la capacité que le télétravail tourne et que l'information tourne, parce que lorsque vous êtes en présentiel et en télétravail, ce que j'appelais tout à l'heure le figital, vous n'êtes pas toujours tous au même moment. C'est-à-dire à la fois en physique et en digital. Tout ça fait qu'il y a un travail supplémentaire de, retricotage des liens sociétaux dans l'entreprise, de réappropriation de l'information par tous, et aussi cette difficulté qui est là, et c'est celle qui me touche le plus, de non-isolement dans le télétravail. Exactement. Parce que nos salariés qui sont souvent en télétravail sont soit isolés, soit en surtravail, parce que quand vous avez des enfants au domicile en bas âge, vous ne pouvez pas les faire garder, ou tout simplement parce que les écoles font fermer, ou parce qu'ils sont malades et que vous devez travailler à distance, et ben vous travaillez en dehors des horaires, j'allais dire de la journée, c'est-à-dire tard le soir ou pendant l'heure du déjeuner, et ça crée du mal-être, de l'angoisse, et ça nous voulons l'éviter. Nous voulons l'éviter parce que le bien-être de nos salariés, la capacité aussi d'avoir une vie responsable, même si nous sommes dans des domaines où aujourd'hui, compte tenu de la concurrence, il faut beaucoup plus de rentabilité, n'ayons pas peur des mots, le bien-être des uns et des autres, la capacité d'être beaucoup plus proche, et c'était bien dit à l'instant dans l'entreprise, d'être à l'écoute les uns et des autres, c'est ce qui fait la valeur, je dis ça, dans nos TPE, PME, où nous avons un lien humain, même s'il n'est pas toujours facile. En tout cas, merci d'avoir participé tous les trois à ce débat. Merci Bernard Cohen-Haddad, merci Yohann Gillet, merci Corinne Tapiero. Verdict de notre sondage sur Twitter. Non, nos auditeurs à 88% sont contre ce principe, comme vous, des amendes pour le télétravail obligatoire. Allez, à suivre dans quelques instants après le journal, on sera en ligne avec Serge Ouareau, c'est le président de l'association des maires de La Réunion, où là-bas c'est le couvre-feu depuis le réveillon du Nouvel An, et ce jusqu'au 23 janvier. Restez avec nous, Sud Radio, il est 8h59.